L'air froid viennois perçait les fenêtres mal fermées du palais impérial. Marguerite Thérèse d'Autriche gisait dans son lit, à peine âgée de 21 ans, le corps ravagé par de multiples grossesses ratées. Ses mains tremblantes pouvaient à peine contenir un verre de vin. Son visage, autrefois loué pour sa beauté enfantine, portait désormais les profondes marques de la souffrance. Des cernes violacées encadraient des yeux enfoncés qui avaient perdu tout éclat. L'impératrice du Saint-Empire romain germanique avait donné naissance à 6 enfants. 4 de ces enfants moururent en bas âge. Les 2 autres, faibles et malades, luttaient pour survivre dans les chambres froides du palais. Un silence pesant pesait sur les couloirs impériaux. Les courtisans chuchotaient dans les coins, évitant de regarder directement celui qui avait été l'espoir de 2 dynasties. Les servantes changeaient les draps tachés de sang avec une expression de pitié mal dissimulée. Marguerite Thérèse toussait sans cesse. Chaque spasme secouait sa fragile structure osseuse. Les médecins de la cour avaient épuisé leurs connaissances. Les saignées ne soulageaient pas sa douleur. Les onguents ne guérissaient pas ses blessures internes. Son mari, l'empereur Léopold, hier lui rendait rarement visite. Les devoirs de l'Empire exigeaient son attention. Les guerres contre les Turcs ottomans occupaient ses journées. Elle passait ses nuits avec ses amants, loin du lit conjugal, devenu une chambre de torture. Les miroirs du palais reflétaient une silhouette fantomatique. La femme, fiancée dès le berceau, mariée à 15 ans et transformée en machine à procréer, s'éteignait lentement. Son corps, fruit de générations de mariages entre membres d'une même famille, ne pouvait plus supporter le poids imposé par la politique dynastique. Des lettres de sa mère, la reine régente Marianne d'Autriche, arrivèrent de Madrid exigeant de nouveaux héritiers. Les réponses se firent de plus en plus rares. Comment expliquer que le prix à payer pour préserver la pureté du sang des Habsbourg fut l'extinction de sa propre vie? Ses confesseurs lui rendaient visite quotidiennement. Ils lui parlaient de résignation chrétienne et de dessein divin. Mais leurs paroles sonnaient creux, dans une pièce où la mort rôdait comme une invitée indésirable, mais inévitable. Dans les jardins du palais, les enfants nobles couraient et jouaient. Leur rire parvenait jusqu'à la fenêtre de Margaret, Teresa tels les échos d'une vie qu'elle n'avait jamais connue. Elle était passée du statut d'enfant à celui d'épouse, d'épouse à celui de mère à celui de fantôme vivant. Comment celle qui était autrefois considérée comme la perle de la maison d'Autriche avait-elle atterri là? Quelle force avait conspiré pour faire d'une princesse la victime de sa propre lignée? Si vous avez trouvé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de l'aimer. Dites-nous de quelle ville vous la regardez. On continue. Madrid, 1651. Dans les salles dorées de l'Alcazar royal, une jeune fille d'à peine 10 ans marchait parmi les courtisans qui s'inclinaient à son passage. Marguerite Thérèse d'Autriche naquit au cœur du plus puissant empire d'Europe. Son père Philippe IV d'Espagne régnait sur des territoires s'étendant des Flandres aux Philippines. Sa mère, Marianne d'Autriche, était la fille de l'empereur Ferdinand III. Leur union s'inscrivait dans la continuité d'une tradition que les Habsbourg avaient perfectionnée depuis des décennies, se marier au sein de leur famille pour préserver leur pouvoir. Le monde médiéval autour de Marguerite Thérèse était marqué par des alliances sacrées et des querelles héréditaires. La France, sous Louis XIV, menaçait les frontières de l'Espagne. Les Turcs ottomans pressaient les défenses impériales à l'Est. L'Église catholique maintenait son influence sur les décisions politiques les plus importantes. Sur cet échiquier continental, Marguerite Thérèse était une pièce précieuse dès sa naissance. Les ambassadeurs étrangers étudiaient chacun de ses gestes. Les portraits de Diego Velázquez l'immortalisaient comme un symbole de la grandeur espagnole. Des lettres diplomatiques spéculaient déjà sur son futur mariage. La jeune princesse fit preuve d'une intelligence précoce qui surprit ses précepteurs. Elle maîtrisait le latin, le français et l'allemand avant l'âge de 12 ans.
Ses leçons de musique et de danse firent d'elle l'ornement parfait de la cour. Les nobles européens commentaient sa beauté avec une admiration calculée. Mais derrière cette éducation raffinée se cachait une réalité plus sombre. Marguerite Thérèse était le fruit de l'union d'un oncle et d'une nièce. Son père, Philippe IV, avait épousé Marie-Anne d'Autriche, la fille de sa sœur Marie-Anne. Les mariages consanguins étaient la norme au sein de la maison d'Autriche, et non l'exception. Les leçons de généalogie révélèrent un arbre généalogique dont les branches s'entrecroisaient de manière troublante. Charles Quint avait marié ses enfants à des cousines germaines. Philippe II avait eu 4 épouses, dont 2 proches parentes. La pureté du sang était devenue une obsession qui définissait la politique matrimoniale de la dynastie. En 1663, alors que Marguerite Thérèse atteignait ses 12 ans, les premières négociations sérieuses pour un mariage commencèrent. Son cousin germain, Léopold Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, avait envoyé des ambassadeurs à Madrid. La proposition était claire: unir les 2 branches de la dynastie des Habsbourg par une alliance qui renforcerait le pouvoir catholique en Europe. Les conditions du mariage furent discutées pendant des mois. Marguerite Thérèse recevrait une dot de 600 000 escudos d'or. Léopold Ier, de 15 ans son aîné, lui apporterait le prestige impérial et la promesse d'une descendance légitime. Le pape Alexandre VII bénirait l'union, ignorant les liens de consanguinité qui la rendaient techniquement incestueuse. La décision fut prise avant que Marguerite Thérèse n'en comprenne les implications. À 13 ans, l'infante d'Espagne avait scellé son destin. Sa première conquête majeure ne serait ni un territoire ni une bataille, mais plutôt son entrée définitive sur la scène politique européenne, servant de monnaie d'échange dynastique. Décembre 1666. La cathédrale Saint-Étienne de Vienne scintillait de milliers de cierges. Marguerite Thérèse, alors âgée de 15 ans, descendait l'allée vêtue de brocart d'or et de perles. Son visage pâle contrastait fortement avec la magnificence de la cérémonie impériale. Léopold Ier l'attendait au pied de l'autel. Crantant, la barbe blonde et le regard froid, plus calculateur qu'admiratif. La différence d'âge transparaissait dans chacun de ses gestes. Lorsque l'archevêque prononça ces paroles sacrées, Marguerite Thérèse devint officiellement impératrice du Saint-Empire romain germanique. Les canons de Vienne rugirent, annonçant la nouvelle alliance. Les ambassadeurs français observèrent la cérémonie avec une expression tendue. Louis XIV venait de perdre une pièce importante sur l'échiquier européen. L'union des 2 branches des Habsbourg renforça le siège catholique autour de la France. La nuit de noces était un rituel brutal déguisé en devoir dynastique. Marguerite Thérèse, encore enfant de corps et d'esprit, devait faire face aux exigences d'un mariage qui privilégiait la progéniture à toute considération humaine. Les courtisans attendaient la nouvelle d'une grossesse avec l'anxiété des marchands, spéculant sur les récoltes. Les premiers mois du mariage révélèrent les tensions internes à l'Empire. Les nobles hongrois conspirèrent contre l'autorité impériale. Les protestants allemands contestèrent ouvertement la politique catholique de Léopold Ier. Les Turcs ottomans préparaient une nouvelle offensive par le sud. Marguerite Thérèse s'efforçait de trouver sa place dans cette cour étrangère. Son espagnol sonnait étrange dans les salons viennois. Ses coutumes madrilènes étaient en contradiction avec l'étiquette impériale. Les courtisans la traitaient avec un respect fin, mais leur conversation s'interrompait brusquement dès qu'elle apparaissait. La première trahison prit la forme de lettres interceptées. Ferenc Wesselényi, palatin de Hongrie, avait établi des contacts secrets avec la France et les Turcs. La conspiration hongroise menaçait de désintégrer l'Empire de l'intérieur. Léopold Ier ordonna des arrestations massives et des exécutions publiques. Marguerite Thérèse assista à ces exécutions depuis les fenêtres du palais. Les têtes coupées étaient exposées sur des pics en guise d'avertissement.
La violence politique était devenue un spectacle public. Son univers de contes de fées espagnols se heurta brutalement à la réalité impériale. La première grossesse eut lieu en 1667, un an seulement après le mariage. Les médecins impériaux la soumirent à des saignées constantes et à des régimes draconiens. Les superstitions de l'époque dictaient que toute émotion forte pouvait nuire à l'héritière. Marguerite Thérèse vécut 9 mois dans un isolement doré, transformée en couveuse humaine. L'accouchement fut compliqué. Les cris de l'impératrice résonnèrent dans tout le palais pendant 14 heures. Lorsque Ferdinand Wenceslas naquit, enfin, les médecins détectèrent immédiatement de graves problèmes. L'enfant présentait des malformations congénitales évidentes et des difficultés respiratoires. La joie officielle ne pouvait masquer l'inquiétude privée. Les gènes des Habsbourg, concentrés par des générations de consanguinité, commençaient à montrer leurs effets dévastateurs. Le prince héritier était physiquement faible et mentalement limité. Les ambassadeurs étrangers rapportaient discrètement la fragilité du futur empereur. Les guerres continuèrent de marquer le règne de Léopold Ier. Les Français envahirent les Pays-Bas espagnols. Les Turcs avancèrent vers Vienne, menaçant le cœur de l'Empire. Chaque conflit exigeait de nouveaux impôts et davantage de soldats. La population commença à protester contre la politique impériale. Marguerite Thérèse connut sa deuxième tragédie personnelle avec la mort de Ferdinand Wenceslas, quelques mois après sa naissance. Son corps minuscule, fruit d'une consanguinité extrême, ne supporta pas les maladies infantiles. L'impératrice sombra dans une profonde dépression que les médecins ne savaient pas comment soigner. Les tensions personnelles s'exacerbèrent lorsque Léopold Ier commença à la blâmer indirectement pour la mort de l'héritier. La pression pour concevoir à nouveau devint insupportable. La cour impériale traita Marguerite Thérèse comme une ratée ambulante, incapable de remplir sa fonction fondamentale, engendrer des successeurs en bonne santé. La guerre contre les Turcs ottomans approchait dangereusement de Vienne. Les Stasi et les troupes de Kara Mustafa avaient conquis d'importantes forteresses en Hongrie. Des réfugiés arrivaient dans la capitale, porteurs de récits de massacres et de destruction. L'Empire traversait sa crise la plus grave depuis des décennies, tandis que son impératrice luttait contre ses propres démons intérieurs. 570. L'Empire avait survécu à la menace turque grâce à l'intervention polonaise du roi Jean Sobieski. Vienne célébra la victoire par des processions religieuses et des festivités qui durèrent des semaines. Léopold Ier s'imposa comme le défenseur de la chrétienté européenne et son prestige atteignit des sommets sans précédent. Margaret. Teresa observait ses triomphes avec la distance émotionnelle qu'elle avait appris à maintenir. Sa deuxième grossesse avait entraîné une autre tragédie. Maria Anna Antonia mourut quelques jours après sa naissance. Les médecins attribuèrent ces décès à une faiblesse féminine, mais des esprits plus lucides commencèrent à soupçonner que le problème était plus profond. La puissance impériale s'étendit à toute l'Europe. Les armées de Léopold Ier reconquirent toute la Hongrie. Les princes allemands renouvelèrent leur serment de fidélité. Le pape innocent bénit chaque victoire comme une preuve de la protection divine sur la maison d'Autriche. Jamais l'Empire n'avait semblé plus solide depuis l'époque de Charles Quint. Mais des contradictions internes commencèrent à se manifester de manière inquiétante. Léopold Ier développa une paranoïa croissante envers toute opposition. Les nobles hongrois ayant collaboré avec les Turcs furent exécutés publiquement. Leurs biens furent confisqués pour financer les guerres en cours. La terreur devint un instrument de gouvernement. Marguerite Thérèse affronta sa troisième grossesse en 1672 avec un mélange d'espoir et de terreur. Les courtisans parièrent discrètement sur la survie de l'enfant à naître. Les médecins multiplièrent les précautions, mais leurs méthodes médiévales firent plus de mal que de bien. Les saignées affaiblirent encore davantage sa fragile constitution.
John Wenzel, naquit en bonne santé apparente, mais il manifesta bientôt les mêmes signes inquiétants que ses frères et sœurs. Un développement lent, des maladies constantes, une extrême fragilité. Les gènes des Habsbourg se manifestèrent avec une cruauté implacable. Chaque nouvelle génération paya le prix de siècles de mariages consanguins. Les tensions familiales s'intensifièrent lorsque des nouvelles arrivèrent de Madrid. Charles II, demi-frère de Marguerite-Thérèse, était monté sur le trône d'Espagne à seulement 4 ans. Sa maladie mentale et physique était évidente, même aux yeux des courtisans les plus aveugles. La dégénérescence génétique des Habsbourg devenait impossible à dissimuler. Léopold Ier commença à manifester ouvertement sa frustration envers Marguerite-Thérèse. Ses visites dans la chambre conjugale devinrent mécaniques et brutales. Il la traitait comme un objet défectueux, incapable de remplir sa fonction. Les courtisans murmuraient qu'il était possible d'annuler le mariage pour cause de stérilité. L'impératrice développa une relation obsessionnelle avec la religion, refuge face à ses tragédies personnelles. Elle passait des heures dans la chapelle impériale à prier pour le salut de ses enfants morts. Ses confesseurs la consolaient en lui promettant des retrouvailles célestes, mais leurs paroles sonnaient creux face à tant de souffrances terrestres. Les alliances dynastiques commencèrent à vaciller lorsque d'autres princes européens remarquèrent les problèmes de reproduction des Habsbourg. Les mariages avec des familles autrichiennes perdirent de leur attrait. Les ambassadeurs rapportèrent discrètement la malédiction génétique qui semblait hanter la dynastie la plus puissante d'Europe. En 1674, Johann Wenzel mourut lors d'une épidémie de variole qui ravagea Vienne. Son système immunitaire, affaibli par sa lignée, ne put résister à la maladie. Marguerite-Thérèse assista à l'agonie de son 3e fils avec une résignation qui alarma ses proches. Les médecins impériaux commencèrent à remettre ouvertement en question la capacité reproductive de l'impératrice. Leur rapport, formulé en euphémisme diplomatique, suggérait que le problème n'était pas seulement médical, mais génétique. Des générations de consanguinité avaient créé un fardeau héréditaire insoutenable. Léopold Ier entama des négociations secrètes avec le pape concernant la possibilité d'un second mariage. Il existait des précédents, d'autres empereurs avaient eu plusieurs épouses pour des raisons dynastiques. Marguerite-Thérèse apprit ces négociations par des rumeurs au palais, mais elle n'avait plus la force de se battre. Le mariage finit par se briser lorsque Léopold Ier entame une relation ouverte avec la comtesse Marie-Françoise de Lemberg. Les courtisans feignent de ne pas remarquer les visites nocturnes et les cadeaux ostentatoires. Marguerite-Thérèse devient spectatrice de sa propre humiliation, maintenue sur le trône uniquement par commodité diplomatique. Le dernier pilier de son univers s'effondra lorsque des lettres de Madrid arrivèrent annonçant la mort de sa mère, Marianne d'Autriche. La reine régente était morte sans avoir pu revoir sa fille ni rencontrer ses petits-enfants. Marguerite-Thérèse se retrouva complètement seule au sein d'une cour étrangère qui la tolérait, mais la méprisait. 15. Les couloirs du palais impérial étaient devenus un labyrinthe de murmures et de regards fuyants. Marguerite-Thérèse errait tel un fantôme parmi les courtisans qui faisaient semblant de ne pas la voir. Sa 4e grossesse s'était soldée par une nouvelle fausse couche, et les médecins ne cachaient plus leur inquiétude quant à son état mental. Les erreurs s'accumulaient comme une avalanche inexorable. Léopold Ier avait pris des décisions militaires désastreuses dans la nouvelle guerre contre la France. Les troupes impériales subissaient des défaites humiliantes en Alsace. Les subventions envoyées d'Espagne étaient retardées car Charles II, son demi-frère dément, avait plongé Madrid dans un chaos administratif. Marie-Françoise de Lemberg ne se contentait plus d'être une maîtresse secrète. Elle apparaissait lors des cérémonies officielles parées de bijoux, surpassant ceux de l'impératrice elle-même.
Les ambassadeurs étrangers rapportaient à leur cour le scandale public qu'était devenu le mariage impérial. Le prestige de la Maison d'Autriche s'effondrait aux yeux de l'Europe. Margaret Theresa développait des comportements erratiques qui alarmaient même ses servantes les plus fidèles. Elle se parlait à elle-même en espagnol pendant des heures, entretenant des conversations imaginaires avec ses enfants décédés. Les crises de larmes alternaient avec des périodes de silence absolu qui duraient des jours. Les trahisons internes s'intensifièrent lorsque le prince Eugène de Savoie, le plus brillant commandant militaire de l'Empire, commença à remettre ouvertement en question les décisions de Léopold Ier. Des lettres interceptées révélèrent des contacts secrets avec la cour de France. Les nobles allemands suivirent son exemple, établissant des canaux diplomatiques indépendants. La population viennoise commença à se retourner contre le couple impérial de manière inquiétante. Les impôts de guerre atteignirent des niveaux insupportables. Les récoltes furent mauvaises pendant 3 années consécutives. La bourgeoisie imputa à l'impératrice maudite la responsabilité des malheurs qui frappaient l'Empire. Les superstitions médiévales reprirent vie avec une force terrifiante. Margarita Theresa a vécu sa 5e grossesse dans des conditions désespérées. Son corps, ravagé par les accouchements précédents, pouvait à peine supporter le poids de la grossesse. Les médecins lui interdisaient de marcher plus de quelques pas. Les saignements sont devenus constants et incontrôlables. La panique s'empara de la cour lorsque les astrologues impériaux interprétèrent plusieurs éclipses comme de mauvais augures. Des prophéties médiévales annonçant la fin des temps et circulèrent parmi la noblesse. Certains courtisans commencèrent à suggérer que Marguerite Thérèse était la cause de la colère divine qui punissait l'Empire. Léopold Ier montra des signes croissants de déséquilibre mental. Ses décisions devinrent imprévisibles et contradictoires. Il exécuta des conseillers qu'il avait comblés d'honneur quelques jours auparavant. Les audiences publiques furent annulées, l'empereur étant pris de colères incontrôlables. Le gouvernement impérial fonctionna pratiquement sans chef visible. Les nouvelles de Madrid aggravèrent la situation lorsque Charles II fut victime d'une série de crises d'épilepsie qui le laissèrent dans un état végétatif pendant des semaines. Les médecins espagnols déclarèrent que le roi serait incapable d'avoir des enfants. La lignée masculine des Habsbourg d'Espagne s'éteindrait avec lui. Margaret Theresa perdit son 5e enfant au cours de son 7e mois de grossesse. Le fœtus présentait des malformations si graves que les médecins le qualifièrent de monstrueux. Les descriptions circulant à la cour faisaient état de malformations qui défiaient toute explication médicale à l'époque. L'isolement de l'impératrice devint total lorsque ces dernières dames d'honneur espagnoles revinrent à Madrid. Personne ne voulait fréquenter celle qui était devenue un symbole de disgrâce dynastique. Les appartements de son palais se vidèrent peu à peu, ne laissant plus que quelques chambres lugubres. Des lettres interceptées par des espions français révélèrent que plusieurs princes allemands envisageaient de déposer Léopold Ier. La Ligue d'Augsbourg gagnait en puissance comme alternative au pouvoir impérial. Le Saint-Empire romain germanique était confronté à un risque réel de désintégration totale. Les derniers médecins qui ont osé examiner Margarita Theresa ont constaté une rapide détérioration de son état. Saignements internes constants, perte de poids importante et fièvre intermittente la laissaient délirante pendant des jours. Son corps rejetait toute nourriture solide. Les négociations secrètes visant à annuler le mariage impérial s'intensifièrent lors de la visite du nonce apostolique à Vienne. Les théologiens cherchèrent des justifications canoniques pour libérer Léopold Ier d'un mariage qui s'était révélé stérile et politiquement préjudiciable. Le précédent d'Henri VIII d'Angleterre fournissait des arguments dangereux. Pessel. Crise devint irréversible lorsqu'arriva la nouvelle que Louis XIV avait offert l'asile politique à Marie-Françoise de Lamberg et la reconnaissance comme impératrice légitime.
La menace de légitimation de la maîtresse impériale par la France comme alternative dynastique mena l'Empire au bord de l'effondrement diplomatique total. Mars 1679. Le palais impérial fut assiégé par une foule en colère, criant des slogans contre la sorcière stérile. La bourgeoisie viennoise, ruinée par les impôts de guerre et les mauvaises récoltes, avait trouvé en Marguerite Thérèse le bouc émissaire idéal de ces malheurs. Les gardes impériaux eurent du mal à contenir la foule qui réclamait son expulsion. Léopold Ier convoqua un concile extraordinaire, véritable tribunal informel contre sa propre épouse. Les princes électeurs, les ministres impériaux et le nonce apostolique se réunirent pour statuer sur le sort d'une femme devenue inutilisable politiquement. Le verdict était déjà rendu avant même le début des délibérations. Les accusations s'accumulèrent comme une avalanche incessante. Stérilité avérée après 6 grossesses ratées, incapacité à engendrer des héritiers viables, détérioration mentale qui faisait d'elle un danger pour la stabilité impériale. Les rumeurs populaires associaient sa présence au malheur de l'Empire. Le cardinal Kolonitz lut un rapport médical accablant. Les médecins impériaux certifièrent que Marguerite Thérèse souffrait d'une corruption utérine, causée par une consanguinité extrême. Ses organes reproducteurs présentaient des malformations congénitales, rendant toute grossesse impossible. La science médiévale confirmait les décisions politiques. Les témoignages des courtisans défilèrent pendant des heures, dressant le portrait d'une femme démente qui parlait aux fantômes et proférait des malédictions en espagnol. Les servantes juraient que l'impératrice pratiquait des rituels superstitieux pour ressusciter ses enfants morts. L'hystérie collective transforma une tragédie personnelle en spectacle public. Marguerite Thérèse ne fut pas admise à son propre procès. Elle resta confinée dans ses appartements pendant que son sort se décidait. Les cris de la foule parvenaient à ses fenêtres, tel l'écho sinistre d'un empire qui la répudiait. Sa dernière dame d'honneur s'enfuit pendant la nuit, emportant avec elle les bijoux qu'elle pouvait emporter. La réaction populaire atteignit une violence sans précédent lorsque des rumeurs se répandirent selon lesquelles l'impératrice aurait empoisonné ses propres enfants. Des pamphlets anonymes l'accusèrent de sorcellerie et de pacte diabolique. Des prédicateurs profitèrent de la fureur populaire pour dénoncer les mariages consanguins comme un péché contre nature. L'Église adopta une position ambiguë qui révéla le cynisme politique de l'époque. Le même pape qui avait béni le mariage incestueux envoya alors des théologiens chercher des justifications canoniques à son annulation. Les documents pontificaux parlaient avec euphémisme d'empêchement caché, invalidant rétroactivement l'union. Les ambassadeurs étrangers informèrent à leur cour du spectacle dégradant de Vienne. La capitale du Saint-Empire romain, germanique était devenue le théâtre d'une farce judiciaire, révélant la décadence morale des Habsbourg. La France profita de la situation pour offrir sa protection à tout noble allemand souhaitant changer de camp. Les accusations historiques se mêlaient à des inventions fantaisistes qui révélaient l'ampleur du désespoir impérial. On lui imputait la responsabilité des défaites militaires contre la France, des mauvaises récoltes et des épidémies qui ravageaient Vienne. La logique médiévale qui associait les catastrophes naturelles au péché personnel trouvait en elle la victime idéale. Le verdict final fut entaché de formalités juridiques qui ne dissimulaient pas sa nature politique. Le mariage serait annulé pour consanguinité excessive et incapacité reproductive avérée. Marguerite Thérèse perdrait tous ses titres impériaux, mais conserverait le titre d'infante d'Espagne. L'exil était déguisé en retraite volontaire pour raison de santé. La condamnation sociale fut plus cruelle que n'importe quelle condamnation judiciaire. Les chroniqueurs impériaux commencèrent à réécrire l'histoire, effaçant ses contributions positives. Les cérémonies auxquelles elle avait participé furent réinventées sans sa présence.
Son nom disparut des documents officiels comme si elle n'avait jamais existé. L'humiliation publique atteignit son paroxysme lorsque Marie-Françoise de Lemberg fut officiellement présentée comme future impératrice. La cérémonie eut lieu dans la même salle où Marguerite Thérèse avait célébré son mariage 13 ans plus tôt. Les mêmes nobles qui l'avaient flattée applaudirent alors sa remplaçante. La rupture symbolique avec le pouvoir fut consommée lorsque les gardes impériaux retirèrent les armoiries des Habsbourg de leurs chambres. Les aigles bicéphales furent remplacés par les armoiries espagnoles, marquant ainsi leur retour forcé à une identité perdue des décennies plus tôt. L'annonce officielle de son exil fut lue place Saint-Étienne, devant une foule qui célébra la nouvelle avec une liesse déchaînée. Marguerite Thérèse d'Autriche, autrefois impératrice du Saint-Empire romain germanique, était devenue une paria politique, chassée du monde qui l'avait détruite. Le 12 mars 1669, Marguerite Thérèse s'éteignit dans une pièce sombre du palais, entourée seulement de 2 religieuses espagnoles, restées à ses côtés par charité chrétienne. Son corps, ravagé par 6 grossesses ratées et des années d'humiliation, finit par succomber à une hémorragie interne que les médecins ne purent arrêter. La mort fut une libération pour celle qui avait vécu comme un laboratoire humain pour les expériences génétiques des Habsbourg. Ces derniers mots, prononcés en espagnol, furent une prière pour les enfants qu'elle ne verrait jamais grandir. Les religieuses fermèrent les yeux tandis que les cloches de Vienne restaient silencieuses. Les funérailles furent une cérémonie discrète qui contrastait fortement avec la magnificence de son mariage. Léopold Ier n'y assista pas. Invoquant des engagements militaires urgents, les ambassadeurs étrangers brillèrent par leur absence. À peine une douzaine de courtisans accompagnèrent le cercueil jusqu'à la crypte impériale, où elle fut inhumée sans les honneurs dus à une impératrice. Les chroniqueurs officiels de l'Empire effacèrent systématiquement sa mémoire des archives historiques. Les tableaux la représentant furent modifiés ou retirés des salons publics. Son nom disparut des généalogies officielles, comme si ces 13 années d'impératrice n'avaient jamais eu lieu. La damnatio memoria fut appliquée avec une efficacité impitoyable, mais l'histoire réservait une cruelle ironie à ceux qui l'avaient persécutée. Marie-Françoise de Lemberg, la maîtresse qui devint la seconde épouse de Léopold Ier, se révéla également stérile. Ses grossesses se soldèrent par des fausses couches successives, prouvant que le problème ne résidait pas chez Marguerite Thérèse, mais dans le patrimoine génétique de l'empereur. Les réformes mises en œuvre par l'Empire après sa mort confirmèrent involontairement la validité de ses critiques silencieuses. Léopold Ier interdit les mariages entre proches parents au sein de la noblesse autrichienne. Les médecins impériaux commencèrent à étudier les effets de la consanguinité. La politique matrimoniale des Habsbourg changea radicalement. Les séductions, conséquences historiques de sa tragédie personnelle, se sont propagées dans toute l'Europe. Charles II d'Espagne est mort sans descendance en 1700, anéantissant la lignée masculine espagnole des Habsbourg. La guerre de succession d'Espagne qui s'en est suivie a redessiné la carte politique continentale. La France est devenue la puissance hégémonique, tandis que l'Empire autrichien s'est irrémédiablement affaibli. Les ennemis politiques des Habsbourg interprétèrent l'histoire de Marguerite Thérèse comme une propagande anti-impériale. Des diffamations françaises la présentèrent comme une martyre de la brutalité autrichienne. Les protestants allemands utilisèrent son cas pour dénoncer la corruption catholique. Son nom devint un symbole de résistance à la tyrannie dynastique. Le peuple qu'elle avait gouverné suivit paradoxalement certaines des réformes qu'elle avait timidement suggérées. L'administration impériale fut partiellement modernisée. Les droits des femmes nobles furent progressivement améliorés. Les politiques de reproduction furent lentement humanisées. Ces idées survécurent grâce à ceux qui les avaient écoutées en silence.
Les chroniqueurs ultérieurs ont entièrement réécrit son histoire lorsque le temps leur a permis une analyse plus objective. Les historiens du XVIIIe siècle l'ont sauvée de l'oubli, la présentant comme une victime emblématique des excès de l'Ancien Régime. Les médecins modernes ont utilisé son cas pour étudier les effets de la consanguinité sur les familles royales européennes. L'ironie historique suprême fut révélée lorsque les chercheurs modernes démontrèrent que Marguerite-Thérèse avait été la plus intelligente et la plus équilibrée de toute la génération des Habsbourg. Ses lettres privées, découvertes des siècles plus tard, révélèrent une lucidité qui comprenait parfaitement les causes de ses tragédies personnelles et de celles de l'Empire. Le jugement final de l'histoire s'est avéré impitoyable pour ceux qui l'avaient persécuté. Léopold Ier est entré dans l'histoire comme un empereur médiocre dont les décisions ont précipité le déclin impérial. Maria Franz von Lamberg a été complètement oubliée. Les nobles qui l'ont jugé ont été exilés ou exécutés lors des guerres suivantes. Ce qui restait était la leçon la plus amère sur le coût humain des politiques dynastiques. Marguerite-Thérèse devint un symbole éternel de la façon dont les systèmes politiques dévorent leurs victimes les plus innocentes. Son histoire démontra que la grandeur impériale se construit sur des tragédies personnelles que l'historiographie officielle préfère taire. Fin de l'histoire.